Alors, vendre un bien immobilier en France quand on habite en Israël, ça soulève une question, et pas des moindres, est-ce qu'on doit payer des impôts ici, en Israël? C'est un sujet vraiment crucial, qui peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, eh bien, elle tient en un seul unique facteur. C'est vraiment la clé de tout. Si on comprend ce point, on peut naviguer dans la fiscalité israélienne sans problème. Et surtout, sans mauvaise surprise à l'arrivée. Alors, c'est quoi ce fameux facteur? C'est ce qu'on appelle la règle 10 ans. C'est le concept à maîtriser vraiment. C'est cette règle et uniquement elle qui va dire si oui ou non il y a un impôt à payer en Israël sur la vente. En fait, tout tourne autour de ça. Les 10 premières années qui suivent la date de l'Alia. Cette date anniversaire, c'est un peu comme une ligne de démarcation, une véritable frontière fiscale. D'un côté un régime, de l'autre un régime complètement différent. Et la différence, elle est énorme, mais super simple à comprendre. D'un côté, si la vente se fait pendant ces 10 premières années, le gain est vu comme un revenu passif. Résultat, zéro déclaration, zéro impôt en Israël. C'est une exonération totale. Mais attention, dès le jour qui suit ce 10e anniversaire, tout bascule. Là, la situation change du tout au tout. La vente génère ce qu'on appelle une plus-value, et cette plus-value, elle, devient imposable. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement si on vend après cette fameuse période de 10 ans? Comment est-ce qu'on calcule l'impôt? Alors, pas de panique, et c'est un point très important, ce n'est pas la totalité du gain qui est taxée. Le mot magique ici, c'est plus-value. En gros, c'est le bénéfice, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et le fisc israélien, ce qui est assez juste, va faire un calcul au prorata. Il ne va s'intéresser qu'à la part du gâteau, si vous voulez, la part de ce bénéfice qui a été généré après la fin des 10 ans d'exonération. Le mécanisme est donc assez logique finalement. L'impôt israélien ne vient mordre que sur la part de plus-value qui correspond à la période où l'on détenait le bien après le 10e anniversaire de l'Alia. Toute la plus-value qui a été accumulée avant cette date clé, elle reste complètement non imposable en Israël, c'est un acquis. Et le taux, alors, c'est combien? Eh bien, c'est simple et c'est clair, c'est un taux fixe de 25%. Ce taux s'applique uniquement sur la part imposable de la plus-value, bien sûr. Alors, une question qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'on va payer 2 fois, en France et en Israël? La bonne nouvelle, c'est que non. Heureusement, il y a une convention fiscale entre les deux pays pour éviter ça. On peut donc déduire l'impôt déjà payé en France. Mais, attention, c'est là qu'il y a une subtilité très importante. Tout ce qu'on paie en France n'est pas déductible de la même façon ici. Et voilà, cette distinction, elle est capitale. D'un côté, il y a l'impôt sur la plus-value payée en France. Ça donne droit à ce qu'on appelle un crédit d'impôt en Israël. C'est le top, c'est très avantageux. Mais de l'autre côté, il y a les cotisations sociales, vous savez, la CSG, la CRDS. Eh bien ça, c'est juste considéré comme une charge déductible. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Pourquoi c'est si différent? C'est simple. Un crédit d'impôt, c'est comme si on avait un bon de réduction. Ça vient diminuer directement le montant final de l'impôt à payer. 1 euro de crédit d'impôt, c'est 1 euro de moins à payer. Par contre, une charge déductible, ça vient juste réduire le montant sur lequel l'impôt est calculé. L'impact sur la facture finale est beaucoup, beaucoup plus faible. Ok, donc maintenant, on sait comment ça se calcule. Mais il y a une autre partie tout aussi importante, la procédure. Comment on déclare? Et surtout, qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas? Parce que là, on entre dans une zone où les choses peuvent devenir très sérieuses. La bonne nouvelle, c'est que la procédure, en soi, est plutôt simple. Il faut déclarer la vente pendant l'année fiscale où elle a eu lieu. Comment? Tout simplement en remplissant sa déclaration de revenus annuelle comme d'habitude. Pas de formulaire spécial, pas de démarche à rallonge. Par contre, le délai, lui, il est impératif. Et si on ne le fait pas? Alors là, le message des autorités fiscales est on ne peut plus clair. On ne parle pas d'une petite amende pour un oubli, non. Omettre de déclarer ce genre de revenus, en Israël, c'est considéré comme une infraction pénale. Et il faut vraiment bien peser ces mots. Aujourd'hui, avec l'échange automatique d'informations entre les pays, le fisc israélien a les moyens de savoir qu'une vente a eu lieu en France. Et les conséquences, eh bien, elles peuvent être dramatiques, bien plus lourdes que le montant de l'impôt que l'on aurait dû payer au départ. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Si on devait résumer les points vraiment essentiels pour prendre la bonne décision, ce seraient lesquels? Le mot d'ordre, c'est vraiment le timing. Le timing est absolument tout. Vendre juste quelques semaines avant ou quelques semaines après ce fameux 10e anniversaire de l'Alia, ça peut faire une différence de dizaines de milliers de shekels d'impôts. Avant, c'est exonération totale. Après, c'est 25% sur la part de plus-value imposable. Et surtout, déclaration obligatoire. Et tout ça nous amène à la question finale, celle que chacun doit se poser. Bien sûr, chaque situation est différente, mais vu les enjeux fiscaux, planifier la vente en ayant ce calendrier de 10 ans bien en tête, c'est juste essentiel.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre quelques mois de plus pour peut-être obtenir un meilleur prix, si c'est pour que ce gain soit effacé et même plus par les impôts? L'attente en vaut-elle vraiment le coup? C'est une réflexion qui mérite d'être menée et avec beaucoup de soin.